et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros book haul puisque j'ai fait un petit peu des folies en ce début d'année, ce qui peut se comprendre parce que pour Noël à mon entreprise on m'a donné une petite carte cadeau et il se pourrait que je l'ai utilisée pour m'acheter des suites de sagas déjà sorties que je ne possédais pas encore. Voilà, donc du coup il y a quand même beaucoup à faire depuis mon dernier book haul, vous allez le voir. Donc je propose qu'on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Du coup on va commencer par les suites de saga que je me suis procuré pour ce début d'année pour continuer mes séries, parce qu'il faut absolument que je continue mes séries, j'en commence plein et j'en finis aucune. Alors le premier livre qui me tombe sous la main, il s'agit du 3e tome de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, ça s'appelle Le Héros des siècles. Alors le Fils des Brumes, vous avez deux trilogies qui sont dans le même univers, mais vous avez quand même deux trilogies distinctes qui ne suivent pas les mêmes personnages. Donc ça, ce serait la fin de la première trilogie, donc ce qui signifierait que je finisse une série. Je pense qu'il va falloir que je me le cale dans pas longtemps. Comme les autres, c'est une petite bricasse, mais celui-là, il fait moins de 1000 pages, c'est-à-dire moins que son copain qui en faisait 1064. En tout cas, de quoi ça parle, Fils des Brumes? On suit notamment dans le premier tome, parce que là, c'est passé beaucoup de choses quand même. On suit Vin qui est une jeune ska, les ska ce sont des esclaves, et qui découvre qu'elle est fille des brumes. Alors en fait, dans cet univers, le système de magie s'appelle l'allomancie et c'est la capacité de pouvoir brûler et utiliser les pouvoirs provenant d'un métaux. Et les personnes qui peuvent faire ça sont appelées des brumants, et ceux qui peuvent utiliser tous les métaux, donc c'est quand même assez rare, s'appellent les fils des brumes. Normalement c'est réservé aux nobles, mais quand les nobles petits-folles avec les esclaves, ça fait des petits bâtards qui peuvent utiliser eux aussi l'allomancie. Donc dans le premier tome on suit Vin qui va rencontrer Kelsey qui lui c'est un fils des brumes ska et qui va essayer de mener une révolution pour renverser l'Empire Ultime. Si vous avez vu mes dernières vidéos, surtout qu'en plus je l'ai lu en décembre et janvier, les premiers tomes, j'ai adoré cette saga. Le deuxième était un petit peu en dessous du premier, mais si on fait abstraction de ça, c'était vraiment de super lectures. J'adore le système de magie de Brandon Sanderson, j'adore sa plume, c'est de la fantasy adulte mais qui est super accessible. Vraiment si ça vous fait peur la fantasy adulte, je vous conseille Brandon Sanderson parce que c'est très accessible. En plus il y a toujours des petits glossaires, des petites cartes, des petites choses qui vous réexpliquent à la fin du livre si vous êtes un petit peu perdu, bien que je trouve que ce soit pas nécessaire dans le sens où c'est vraiment bien expliqué et qu'on nous donne les infos petit à petit pour qu'on puisse les digérer et les assimiler. Enfin voilà, du coup ce sera la fin de la trilogie, je vais essayer de le lire rapidement pour pouvoir vous faire un retour sur la trilogie entière. Deuxième suite de série où là je suis en retard et d'ailleurs il y a un tome qui est encore sorti en plus et que je n'ai pas. Il s'agit de Cassidy Blake, donc c'est la saga jeunesse de Victoria Schwab que j'avais adoré, Dora Dillard, et j'avais beaucoup aimé le premier tome aussi de Cassidy Blake. En fait Cassidy Blake c'est une petite fille qui suit ses parents qui sont chasseurs de fantômes, mais vous savez les émissions télé qu'on voit avec vérifier si les légendes urbaines sont vraies et tout, enfin c'est un peu dans ce genre là, sauf qu'en fait Cassidy elle voit vraiment les fantômes et en plus elle peut passer de l'autre côté. Et notamment elle a son copain fantôme qui l'accompagne dans ses aventures. Et ce qui est sympa c'est qu'en plus chaque tome nous emmène un petit peu dans une ville un peu connue pour ses fantômes et ses légendes. Par exemple là je vois Paris, je pense tout de suite aux catacombes à mon avis, hein, on va... bah oui, voilà, j'ai regardé 2 secondes le résumé, ça parle des catacombes. Je veux pas en savoir plus, c'est des petits jeunesses qui font même pas 300 pages et qui se lisent très vite, donc ça sert à rien que je lise trop dans le résumé. En tout cas c'est une saga que j'aimais beaucoup, le 3e tome est déjà sorti, mais j'avais pas lu le 2e, donc il va falloir que je remédie à tout ça, surtout que les couvertures sont vraiment trop kiki. Dans la série suite de saga, je demande Red Rising que j'ai adoré, et donc du coup je me suis procuré les 2 autres, parce que le 4e tome sort bientôt, vous le verrez d'ailleurs je pense dans ma vidéo des sorties du mois prochain. Et j'avais adoré le premier tome et j'ai pas envie de traîner cette saga, sachant que les 3 premiers sont sortis, qu'en plus ça constitue une trilogie normalement finie et que le 4e c'est plus une suite dans l'univers. Alors ça dépend, il y a des personnes qui disent que non, il y a des personnes qui disent que oui. Moi je pense qu'il faut que je le lise pour pouvoir me faire mon propre avis. Mais avant d'en arriver là,
faudrait peut-être que je lise donc Golden Sun qui est le tome 2 et Morning Star qui est le tome 3 de la saga Red Rising. Red Rising c'est un espèce de SF fantasy sur Mars, un peu Hunger Games à l'époque romaine. C'est un peu confus dit comme ça mais franchement c'est exactement ça. En fait on suit Darrow qui est un rouge, donc les rouges c'est le bas de l'échelle sociale et qui travaille pour les ors qui sont le haut de l'échelle sociale. Et en fait pendant des années on lui a dit que les rouges devaient aller sur Mars pour récolter en fait un matériel qui va permettre de terraformer Mars, c'est-à-dire la rendre habitable pour le reste de l'humanité. Donc on leur dit allez-y les gars, on sait que voilà vous mourrez à 35 ans et c'est super dur comme travail, mais c'est pour l'humanité. Sauf qu'en fait il se rend compte un jour qu'on lui a menti toute sa vie et qu'en fait l'humanité est déjà installée sur Mars grâce justement à ce qu'ils arrivent à extraire du sol de Mars, sauf que eux ils vivent vraiment dans la misère alors que tout le monde vit sa vie tranquillou pépouze, alors d'autres mieux que d'autres, mais du coup ça le rend fou et il décide d'infiltrer grâce à l'aide des fils d'Arès qui sont une organisation secrète. Donc il décide d'infiltrer les Ors pour essayer de les prendre à leur propre jeu et devenir quelqu'un de puissant pour les renverser tout simplement. Donc voilà, j'avais adoré le premier tome, franchement c'est une écriture qui est brute, qui est sauvage, ça peut être un peu déroutant mais moi je trouve que ça colle trop bien à l'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, je vais essayer d'en lire un là ce mois-ci si je peux, si j'arrive à le caser. En tout cas, sinon ce sera en mars, je pense que je lirai la tome 2. Et donc voilà, les deux autres livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Ensuite, toujours concernant les suites de saga, le livre 3 du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Donc tout le monde connaît The Witcher. Je pense que les personnes qui me regardent régulièrement connaissent ma passion, je pense qu'on peut dire ça, ma passion pour Henry Cavill. Mon chéri, si jamais tu regardes cette vidéo, n'oublie pas que je t'aime très fort. Et du coup, j'avais lu les deux premiers tomes qui sont des recueils de nouvelles. J'avais vraiment adoré me replonger dans cet univers autrement que par la série télé. Et donc là, c'est Le Sang des Elfes. Il s'agit du premier vrai tome, on va dire, roman à part entière de la série, vu que les deux premiers sont des recueils de nouvelles. Et là, on est vraiment dans le cœur de l'histoire et on suit vraiment l'histoire en continuité. Là, dans ce tome, on va suivre le début de la série qui concerne Geralt et Ciri. C'est-à-dire Ciri qui essaye de fuir suite à l'invasion en fait de Nilfgaard et Geralt qui va la retrouver et l'accompagner dans sa quête. Enfin, voilà, en gros, on va être sur cette période-là de la série. Même les personnes qui n'ont vu que la saison 1, de toute façon c'est un peu la base, et les personnes qui ont joué au jeu, voilà, le jeu The Witcher 3 se passe après normalement Le Sang des Elfes. En tout cas, j'ai bien envie de le lire parce que ça y est, la saison 2 est terminée et que en attendant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais pas. Donc en attendant, je vais lire la suite de The Witcher, enfin Le Sorceleur du coup. Et en plus ces éditions, alors je sais pas pourquoi j'ai pas retiré bandeau parce que ça gâche un petit peu, hein, soyons honnêtes, mais ces éditions Brajlon en soft touch, elles sont si belles franchement. Je sais pas pourquoi ils ont ressorti des nouvelles éditions avec la série télé parce que franchement les éditeurs, si vous me voyez là, je ne suis pas la seule à le penser, les couvertures avec les affiches de séries ou de films, c'est moche. C'est vraiment très moche. Je sais pas si ça attire les gens qui lisent pas beaucoup et qui arrivent à la Fnac ou autre grande surface vendant des livres et qui se disent « Ah, ce film-là, je l'ai déjà vu, il m'a plu, je vais prendre le bouquin. » Ou « Ah, j'ai vu ce film partout, peut-être que je vais lire le bouquin. » Je sais pas si ça marche niveau com. Mais franchement, pour les personnes qui aiment lire, non. Les couvertures avec les affiches de films ou de séries, on n'en veut pas. Donc voilà. Celles-ci sont beaucoup plus jolies. Et enfin, la dernière suite de saga que je me suis procurée, il s'agit de Bretzel et beurre salé, le tome 2 de Margot et Jean Lemoal, c'est publié chez Calmant Lévy. Donc ça, c'est une petite série cozy mystery à la bretonne, vraiment sympathique, sans prétention, c'est pas très long, il y a 300 et quelques pages à chaque fois. L'enquête est pas vraiment ultra pensée, sophistiquée, mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait, parce que Bretzel et beurre salé, c'est vraiment une petite enquête, tranquillou pépère, avec de la bouffe, parce qu'on adore la nourriture, avec des personnages sympathiques, même les méchants, on les trouve très sympathiques, avec, voilà, une petite enquête tranquillou, qui nous amène un petit peu en Bretagne, voilà, enfin, un truc sympa, où on se sent bien. Il y a un meurtre, mais on se sent bien dedans, on n'a pas envie de partir. Et en plus, franchement, le point
ultra positif en plus de l'histoire, c'est que les auteurs sont adorables. Vraiment, ils sont super gentils, ils sont trop kiki, ils répondent à tous les commentaires, toutes les personnes qui ont posté des avis sur leur roman, ils leur écrivent, ils répondent, et je trouve ça trop mignon, ils ont l'air trop chou, trop gentils. Donc voilà, je trouve que c'est un point positif, même si ça n'affecte pas du tout l'histoire, mais je tenais à le souligner, d'ailleurs je crois que je le dis à chaque fois. Mais... Donc Bretzel et beurre salé, c'est surtout l'histoire de Catherine qui à la base est strasbourgeoise et qui, suite à un trop plein de caca qui sont arrivés dans sa vie, décide de refaire sa vie en Bretagne et elle achète un local pour y faire un restaurant alsacien en Bretagne. Et dans le premier tome, il se trouve que lors de l'ouverture de son restaurant, la fameuse soirée choucroute, quelqu'un est empoisonné par sa choucroute. Et du coup, ça l'embête un petit peu parce qu'elle a pas trop envie que, déjà d'aller en prison, hein. Et en plus que du coup ça passe mauvaise pub à son resto, du coup elle va essayer de mener un petit peu l'enquête grâce à un vrai policier, hein, parce qu'il y a quand même un vrai policier dans l'histoire. Et donc ça c'est le tome 2, je sais pas du tout le synopsis de ce tome 2, mais bon, comme je vous dis, il y a 330-40 pages. J'aurais bien assez le temps de le lire, et je trouve qu'en plus dans les cosy mysteries, quand on lit le synopsis, on a la bonne moitié du livre qui est déjà spoilé, donc je vois pas trop l'intérêt. Et c'est la dernière suite de série que j'ai acquis ces derniers jours. Alors ensuite, on va reparler de Brandon Sanderson avec La Voix des Rois, la partie 2, parce qu'il se trouve qu'en fait, Brandon Sanderson, il a plusieurs œuvres qui font partie du Cosmere. En fait, toutes ses œuvres, enfin toutes, non, mais beaucoup de ses œuvres font partie d'un même univers. Et j'avais envie, une fois après avoir fini Fils des Brumes, de partir dans les archives de Rochard, qui est un gouffre de nombre de pages et puis financier aussi, puisque chacun des tomes est divisé en 2 parties. 2 parties de quasiment 900 pages. Hein. Donc j'avais la première partie de La Voix des Rois, mais moi je considère que quand un auteur écrit un roman, on ne doit pas le couper. Ou alors si on le coupe, parce que c'est vrai que 1700 pages ça aurait été pas très confort niveau lecture, mais il faut le lire ensemble. C'est un roman qui est fait et qui est pensé avec un début, avec un élément perturbateur, avec des rebondissements, avec une chute, et qui doit être lu dans son entièreté, du moins roman par roman. Et du coup je voulais pas le commencer parce que tant que j'avais pas le tome 2, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant d'ailleurs, j'avais pas envie, parce que si je le lis, je dois le lire tome 1 et tome 2. Non, partie 1 et partie 2 en même temps, ça me semble plus logique. Dites-moi s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qui sont un peu voilà, hein, à ce niveau-là. Et je vous avoue très honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que ça me donne très envie et que j'aimerais bien me lancer un petit peu à l'aveuglette, voilà, dans un nouveau travail de Brandon Sanderson. Sachant que j'ai été vraiment conquise par Fils des Brumes et que là on est vraiment un peu plus sur de la high fantasy un peu plus classique, c'est à dire que avec Fils des Brumes on a beaucoup de les métaux, la métallurgie, c'est un côté presque un peu steampunk, pas vraiment hein, mais vous voyez il y a ce petit côté voilà un peu scientifique, alors que là il me semble qu'on est vraiment un peu plus sur de la fantasy médiévale classique et j'ai bien envie de m'y lancer. Surtout qu'en plus il paraît que c'est sa série qui est la plus appréciée, donc voilà. Ensuite je vais vous présenter le seul achat que j'ai reçu, puisqu'il s'agit de la sélection fantasy du prix des lecteurs, sélection 2022, dont je fais partie du jury de l'imaginaire. Et donc on a reçu le livre des martyrs de Steven Erikson, donc c'est publié au livre de poche. Alors pour être très honnête, j'ai lu le résumé, j'ai pas vraiment compris, donc... C'est un beau bébé, hein, de 1000 pages, que je vais devoir lire en fin de mois, je pense. Après, voilà, c'est de la fantaisie, j'ai vu qu'il y avait de la sorcellerie, des vengeances, des trahisons, enfin voilà, pour moi c'est un petit peu comme La Voix des Rois, ce que je viens de vous présenter, c'est voilà, la fantaisie presque médiévale, adulte, très adulte. Apparemment, j'ai vu 2-3 retours de mes collègues du jury, un peu difficile hein, à rentrer dedans. Mais j'ai pas trop envie de trop lire parce que je me dis si jamais je pars avec l'a priori que ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc je vais y aller un petit peu voilà à l'aveuglette. C'est quand même une série un petit peu, c'est un pilier de la fantasy, c'est assez classique.
il faut que je le lise et c'est la première fois que ça sort en poche. Maintenant on va passer à mes achats qui n'ont rien à voir avec mes suites de saga, mais beaucoup à voir avec les récentes sorties. Le premier achat, je vous en avais parlé dans la sortie... Non, je vous en ai même pas parlé parce que Hachette a fait très peu de communication vente là-dessus et il était annoncé nulle part. Il s'agit de Avant minuit de Julie Murphy, donc c'est publié chez Hachette et c'est une nouvelle collection Modern Princess ça s'appelle, et je crois que ce sont des romances en fait inspirées de princesses tout simplement. Et là on va suivre Cendrillon et il se trouve que Cendrillon est en surpoids mais qu'elle s'assume. Voilà, c'est pas cette histoire de personnes en surpoids qui veulent absolument perdre du poids et qui une fois qu'elles auront perdu du poids seront belles, aimées et qui vont réussir dans leur carrière. Non, là c'est un personnage principal, une représentation d'une personne grosse mais qui s'assume complètement. Et je trouve ça super qu'on fasse une réécriture de Cendrillon comme ça. Ça me donne super envie, surtout que moi, vous savez, Disney, c'est un peu mon dada, hein. Je sais pas si non, vous voyez pas mes oreilles de Mickey là. Et Cendrillon, c'est une de mes princesses préférées. Si j'ai bien compris, on va donc suivre Cindy qui a une grosse collection de chaussures et qui vit chez sa belle-mère et qui travaille dans une émission de télé-réalité. Et le jour où l'une de ses participantes en fait n'est plus disponible d'un coup, elle va se dire que peut-être que ce serait rigolo de participer, enfin je crois que c'est un truc comme ça, et du coup elle va participer à cette émission de télé-réalité où il est question de chaussures et de princes. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire ce livre. Je pense que ça peut être vraiment super frais, super sympa, vraiment une petite romance vraiment voilà, qui fait du bien. Ça va pas trop tarder ça, parce que je sais qu'une de mes copines a très envie de le lire et je lui ai offert, donc on va sûrement le lire dans pas très longtemps ensemble. Ensuite, je vous avais parlé par contre de cette réécriture dans ma vidéo des sorties de février. La réécriture de Roméo et Juliette, façon guerre des restaurants, vietnamien. Ça ne peut que me conquérir, Roméo et Juliette, plus de la nourriture. Voilà. Je l'ai pas encore ouvert. Il fait 300 pages, c'est une petite romance aussi un peu sympathique. Je sais pas trop quand est-ce que je la lirai, mais en tout cas je suis bien contente de l'avoir eue et c'est dans ma palle pour les moments où j'ai envie de petites romances culinaires bien sympas. D'ailleurs je commence à me dire qu'il faudrait que je me penche un peu plus sur les romances culinaires parce que je pense que ça va être un truc qui va bien me plaire. Autre sortie de ce mois-ci, il s'agit de Heavenfall de Sarah Holland, publiée chez Bayard, et c'est sa nouvelle duologie. Il y a une lecture commune en cours, je crois. C'est sûr d'ailleurs parce que je suis dans le groupe Instagram mais moi je n'ai toujours pas commencé parce que j'ai eu une grosse panne de lecture début février. Donc bon, mes plans ont été un petit peu revus, je pense que j'avais vu un peu trop grand. Et là donc on va suivre Maddie qui va tous les étés travailler chez son oncle qui est un petit peu le gardien de plusieurs mondes. En fait c'est une espèce d'endroit un petit peu mystique où il y a des portes qui amènent à plusieurs mondes. Vous en avez une qui amène vers un monde de glace, une autre qui amène vers un royaume de feu et de chaleur, et la troisième porte qui garde tous les démons. Et il va y avoir un petit problème parce qu'elle va trouver que l'une des portes, donc la pire, est ébréchée et ça va causer un petit peu potentiellement la mort de tous les mondes. Voilà. On va suivre donc cette petite aventure. Pour l'instant, de ce que j'ai pu lire sur le groupe Instagram, ça a l'air assez sympa. J'avais pas lu la première duologie de l'autrice, donc je vais découvrir sa plume complètement parce que je connais pas du tout. Mais j'aimerais bien pas trop le faire traîner. Après c'est clairement pas une de mes priorités, mais je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Surtout qu'en plus il est très beau. Autre sortie dont je vous avais également parlé mais cette fois en janvier, il s'agit de Éducation meurtrière de Naomi Novik, c'est publié chez Pygmalion. Et très honnêtement je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si fin. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est de la fantaisie ou quoi que ce soit, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse 300 pages. 300 pages! Pourtant je l'ai vu plein de fois chez les booktubeuses américaines ou anglaises et je sais pas, mais quand je l'ai vu arriver je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est fin! Alors peut-être qu'aussi c'est la mise en page, c'est le papier, mais déjà 300 pages j'étais un peu étonnée, mais voilà, il faut absolument que je le lise parce que Caro, si tu passes par là, tu m'as vraiment donné envie de le lire. Et puis de base c'est une histoire d'école magique très dangereuse
un petit côté Dark Academia, un petit côté école de magie, voilà, enfin moi j'achète et il faut absolument que je me lance dans ce roman. Quand? C'est encore la grande question. Et le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une sortie de février qui est arrivée, je crois que c'est un des derniers livres que j'ai reçu. Il s'agit de Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Hay et c'est publié chez Lumen et là c'est l'inverse, je m'attendais pas. Alors je sais pas si vous voyez bien la caméra mais c'est une pavasse et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit si gros. Il est lourd, le papier est épais et je m'attendais justement à l'inverse, genre avoir ça pour celui-là et ça pour celui-là. Et du coup j'étais un peu étonnée. Donc c'est une espèce de dystopie où on a deux sœurs qui ont été séparées et je crois qu'il y en a une qui se rappelle plus trop de l'autre, ou du moins elle n'est pas au courant que l'autre est en vie et l'autre est sur une petite île paradisiaque mais seule au monde avec une androïde et elle va tout faire pour essayer de retrouver sa sœur et retrouver sa vie en fait. Voilà, j'en ai lu des très bons avis et la couverture est absolument magnifica, sublima, voilà, c'est une œuvre d'art et même la tranche est vraiment très belle. De toute façon je trouve que Lumen ils font un vrai travail sur... Alors là ils ont repris la couverture de base mais avec la tranche et tout c'est très sympa et de manière générale je trouve que Lumen nous offre quand même de beaux objets livres et que quand ils changent la couverture, ils font de très belles choses. Donc voilà, c'est dire, j'ai quand même acheté la version française de Adi Larue alors que j'avais une version anglaise qui était sublimissime. Mais en même temps, c'est un de mes livres préférés, donc bon. Est-ce que c'est grave? Non, je ne crois pas. Donc voilà, c'est le dernier livre que j'avais à vous présenter. Pareil, j'ai très envie de le lire, mais ça fait clairement pas partie de mes priorités. Donc on verra, en tout cas, il est là bien au chaud si jamais j'en ai envie. Ça fait beaucoup de lectures avec peu de temps puisque je ne lis pas beaucoup. Voilà, ça y est, c'est reparti, donc voilà. Mais c'est plein de nouveaux livres qui me font tous, franchement, vraiment beaucoup envie. On va s'arrêter là du coup pour cette fois-ci. De toute façon, je vous retrouve très prochainement puisque l'annonce du menu, enfin des menus du Spring Blossom Challenge, normalement sort le même jour que cette vidéo. Donc dès qu'elle est sortie, je vais vous préparer ma petite pile à lire et je vais vous la poster dès que possible. Et puis de toute façon on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles lectures. En attendant, je vous souhaite vraiment de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire lequel en fait de ces livres vous tente le plus dans cette sélection préfournie. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous!